Donc comme vous a dit Séni, on va parler dans un premier temps de la F Formule 2 qui est ici, avec en premier temps les expériences de Pierre et d'Antoine, puisqu'Antoine est un ancien Estaca. Pierre est le pilote et même champion 2016. Donc ils vont un peu parler d'eux, parler de leur expérience, et puis ensuite on parlera un peu de la voiture, et puis on finalisera cette conférence par la caisse à savon, on a un exemple ici, pour voir un peu si des associations de l'Estaca peuvent participer, et puisqu'il y a une course le 1er octobre à Saint-Cloud, donc du coup c'est l'occasion que l'école et ces associations y participent. Donc je vais passer la parole à Pierre qui va se présenter. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc je m'appelle Pierre Gasly, j'ai 21 ans, je suis de Rouen, pilote automobile. Donc cette année je suis troisième pilote en Formule 1 pour Red Bull Racing. Je cours au Japon en Super Formula. Et donc je connais très bien Antoine au club puisqu'il a été mon ingénieur chez Dams en 2015 en GP2. Donc j'ai fait ma première saison en GP2 avec lui, avec cette voiture justement. Et non, sinon j'ai commencé avec le karting quand j'étais petit, je commençais à l'âge de 6 ans, je suis petit à petit monté dans les championnats, niveau régional, niveau national et niveau international. Et je suis passé en monoplace à l'âge de 15 ans, où j'ai commencé avec la Formule 4. Je suis passé en Formule Renault 2 litres, où j'ai gagné le championnat d'Europe. Et ensuite, je suis passé championnat du monde Formule Renault 3.5, et ensuite la GP2, où j'ai passé 2 années en GP2. Une année un peu plus compliquée la première année avec Antoine, et l'année dernière où j'ai gagné le championnat du monde en GP2. Merci Pierre. Je te propose de te présenter, Antoine. Ouais, bonjour à tous. Moi je fais comme vous, je fais les Staka. Et petit à petit je vais trouver des stages. D'abord chez Audec, comme ingé au simulateur. C'est là où j'ai eu l'occasion de travailler avec Pierre pour la première fois quand il était en Formule Renault 2 litres. Au niveau de tes stages, tu as commencé en première année, j'imagine ? Ouais, mes stages, j'ai commencé dès la première année, un stage ouvrier en tant que mécano dans une équipe de LMP2. Et en parallèle de ça, j'ai fait des week-ends en tant que mécano en Clio Cup, qui permettait d'acquérir encore un peu d'expérience. Et donc tu conseilles quoi aujourd'hui à nos étudiants qui aimeraient, pourquoi pas après l'Estaca, aller travailler dans une écurie ou chez un constructeur ? Le principal, c'est d'avoir de l'expérience, essayer de faire un maximum de choses, que ce soit ici avec les associations ou n'importe quelle expérience dès la première année en tant que mécano, ou après dès que vous pouvez, plus en tant que sur la piste avec les voitures, mais n'importe quelle expérience est bonne à prendre et sera forcément en plus pour après trouver un meilleur stage et un meilleur premier boulot, quoi. Donc on vous a présenté une petite présentation justement des changements qu'il y a pu avoir en 2014. C'était des gros changements au niveau réglementaire. Et je vous propose de regarder cette vidéo. Hey, I'm Daniel Ricciardo. The guys at Infinity Red Bull Racing have entrusted me with all these beautiful, bespoke little works of art. I hope I don't do too much damage here. Feels good. Can't wait to see what this new car's capable of. Things have changed a lot since 2013. The technical regulations are very different for this season. Let's compare the new and the old car. I've got the new one, Sebastian's driving his winning car from last year. The philosophy behind the new rule changes was to make the car safer and more fuel efficient. Here are the main changes. New nose, front wing, rear wing, engine, gearbox, an enhanced energy recovery system and much more.
The amount of fuel used in the race has been restricted. We now have 30% less in the tank. How can you save that much and still keep running? First of all, we get one extra gear, 8 instead of 7. The most revolutionary change is the new fuel-efficient engine. Much higher pressure fuel injection for more complete and efficient fuel burning, 2 cylinders less, V6 instead of V8. There's a ref limit of 15,000 RPM, but the turbo is back, and with the turbo sound. The energy recovery system has been enhanced. The new ERS now has 2 motor generator units. The new one is powered by the flow of hot exhaust gases. The other one still uses brake energy from the rear wheels. It's a lot more powerful now. The battery pack now stores 10 times the amount of energy. That's enough for 33 seconds per lap rather than 6.6 as before, and a double boost of 160 horsepower. Therefore, more torque, which means it's tougher to control getting on the power. So we can expect lots more battles. The outside and the aerodynamics have also changed quite a lot. Our feet move down because the nose comes down for safety reasons. The front wing is narrower, downforce is reduced significantly, the blown diffuser is gone, as well as the beam wing. The rear has to be supported. The main flap is flatter and opens up further. DRS attacks can now be more aggressive. The new power units have to last longer too. We used to have 8 engines for the entire season. Now we only have 5 complete power units. Shall we give the first engine a tickle? Heck yeah! Donc sur les Formule 1 2017 par rapport au 2016, vous connaissez là probablement pas mal de changements, mais on a d'abord l'empattement de la voiture qui a changé. Donc la voiture est plus longue, plus large. On a aussi pas mal de changements au niveau aérodynamique, où on va avoir un aileron avant qui est beaucoup plus large, un diffuseur qui va fonctionner beaucoup plus, générer beaucoup d'appui supplémentaires, et des pneus qui ont aussi bien grandi. Après, tout ça c'est pour moi, et c'est plus à Pierre de nous dire ce que lui peut ressentir par rapport à l'année dernière. En quoi ça a changé ce que tu fais? Bah ouais, déjà c'est sûr que en termes d'aéro, il y a eu un gros gain de fait comparé aux voitures de l'année dernière. Donc ce qu'il disait à peu près en termes de chiffres chez Red Bull, c'est entre 30 et 35% d'aéro en plus. Pour l'instant, en termes de vitesse de passage dans les virages rapides, pour donner une ordre d'idée, c'est entre 30 et 40 km/h plus vite. Donc ce que c'était au test d'hiver à Barcelone et aux 2 premières courses à Melbourne et à Shanghai. Donc non, c'est en termes de pilotage, c'est beaucoup plus physique, on a beaucoup plus de G. Donc la préparation physique est plus importante. Il y a moins de dégradation avec les nouveaux pneus, donc forcément il y a plus de place. Donc toute l'énergie qu'on met dans les pneus peut se disperser un peu plus, donc il y a moins de dégradation thermique, on va dire, avec la température, ce qui engendre moins de dégradation et donc forcément des runs plus rapides et donc aussi plus physiques en termes de pilotage. Et après, quoi dire de plus? Non, pour avoir essayé, pour l'instant j'ai essayé la voiture qu'au simulateur. C'est vraiment impressionnant à rouler parce que ça va vraiment très très vite. Là, c'est les voitures les plus rapides qu'il y ait eu en Formule 1. Donc on en parle peut-être pas assez, mais là à Shanghai ils ont encore battu le record de la piste, à Barcelone aussi. Ça va sûrement être le cas sur tous les circuits de la saison. Donc c'est vraiment des voitures très très performantes, très complexes, avec le nouveau moteur qu'ils ont intégré en 2014. Donc c'est un peu compliqué en termes de technique et de réglementation. Mais à rouler, c'est vraiment incroyable. Et là, je vais avoir la chance de tester la nouvelle voiture à Bahreïn la semaine prochaine. Donc, je vais faire le 2e jour de test mercredi prochain avec Red Bull à Bahreïn. Donc, je vais pouvoir tester pour la première fois la voiture et voir vraiment ce que c'est sur la piste. Tu nous parlais de simulateur, justement, je rebondis un peu. Tu passes beaucoup de temps sur un simulateur ?
Oui, beaucoup. Ouais. Là, j'y vais ce soir. Je pars en Angleterre, là, à Milton Keynes, chez Red Bull, pour faire le simulateur jeudi et vendredi pour le Grand Prix de Bahreïn. Donc, oui, l'année dernière, j'ai passé entre 30 et 40 journées là-bas. Donc, le simulateur chez Red Bull, c'est vraiment un outil qu'ils ont beaucoup développé. Ils ont investi beaucoup d'argent. Donc, là, c'est entre 35 et 40 millions d'euros. C'est un simulateur avec un écran 360 degrés en 3D. Donc, on a des lunettes. C'est une coque de F1 et c'est sur Vélin. Et aussi, ils ont fait un système où le simulateur peut tourner à 360 degrés pour qu'on ressente vraiment les yaws. Je sais pas si c'est le mot qu'on utilise aussi en français, mais... Ouais, voilà, le lacet. Et non, vraiment, en termes de ressenti, c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. On compare les datas du simulateur avec la réalité. Et pour nous, en fait, ce qui nous sert pendant les Grands Prix, quand je suis au simulateur pendant les Grands Prix, après chaque séance, les ingénieurs de la piste envoient les datas de la séance en disant bon, on a eu tel problème avec la voiture, on a des problèmes de motricité, on a des problèmes de train avant, ça sous-vire, ça survire. Et ils nous disent on voudrait tester ces réglages-là avant la deuxième séance. Et en gros, nous, on les teste au simulateur, moi je donne mon ressenti. Et après ça, ils renvoient mon feedback à la piste et après c'est à eux d'utiliser ces réglages-là ou pas. Généralement, c'est pas parce que ça marche au simulateur qu'on va l'utiliser sur la piste, mais c'est juste que si ça confirme une direction dans laquelle ils voulaient aller, c'est un élément en plus qui va leur donner confiance de tester ça. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de parler un peu de votre relation à tous les deux. C'est une relation professionnelle, je pense, amicale même. Vos échanges aujourd'hui, c'est avant la course, pendant la course, après la course? L'année où on a travaillé ensemble, c'était constamment. Bon, bien évidemment, on fait venir les pilotes chez Dams pendant 2 jours avant chaque week-end de course pour faire du simulateur, faire des réunions préparatoires avec eux, leur expliquer un peu ce qu'on a identifié comme problème le week-end précédent, comment on va les résoudre et comment on va adapter la voiture au week-end suivant. Bon, on passe une bonne partie du week-end ensemble après, mais au-delà de ça, ça reste une relation constante, en contact quasi journalier, parce qu'au final, Pierre, c'était notre premier capteur de la voiture. C'est le premier à nous dire ce qu'il sent et ce qu'il limite pour aller plus vite. Donc forcément, on devait parler beaucoup et surtout être sûr d'avoir confiance l'un et l'autre dans notre jugement, quoi. On parlait tout à l'heure de pole position, de victoire, de fêter tout ça, mais il y a aussi les défaites. Juste pour rebondir là-dessus, juste pour donner une ordre d'idée quand même avec Antoine, l'année où on travaille ensemble, je passe plus de temps avec lui qu'avec ma copine, donc forcément il y a une relation qui s'installe et on est forcément obligé de bien s'entendre. En tant que pilote, c'est vraiment important de sentir que voilà, on a confiance l'un envers l'autre quand on travaille, on s'entend bien, parce qu'un ingénieur avec qui on s'entend pas, ça peut pas marcher. On passe énormément de temps, on a 11 week-ends dans l'année, plus toutes les journées de test, plus toutes les journées de préparation. Donc forcément, c'est important d'avoir une relation de confiance et on doit bien s'entendre parce que sinon ça peut juste pas marcher. Donc. Et justement, comment tu gères les défaites, puisque les victoires, les pole positions, c'est facile à fêter, mais les défaites, tu les gères comment justement avec Antoine? Comment il faut les gérer? Après, on apprend toujours d'une défaite, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on devient plus fort. Après, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'analyse, surtout dans ce sport-là. Donc faut comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, donc il y a beaucoup de choses à analyser, mais c'est de la remise en question sans cesse, et de temps en temps il y a des choses qui sont des erreurs qui sont faites de mon côté, de temps en temps c'est des erreurs de la part de l'équipe. Après il faut accepter, et voilà, on est une équipe, et sans la bonne voiture ça peut pas marcher, sans le bon pilote ça peut pas marcher non plus, et donc voilà, il faut essayer de toujours pousser l'équipe et le pilote vers le haut. Il y a des erreurs qui sont faites de temps en temps il faut travailler, la voiture ça va pas, de temps en temps il y a des choses à travailler. Ce qui était dur en GP2 c'était la dégradation des pneus, donc on a beaucoup travaillé avec Antoine là-dessus, mais il faut toujours être constructif parce que c'est sûr que quand on n'est pas devant, moi je suis un compétiteur, je veux gagner, et quand on n'a pas des bons résultats, forcément c'est facile de s'énerver, c'est facile d'être déçu, d'être frustré, mais il faut toujours être productif et constructif pour aller de l'avant parce que
c'est comme ça qu'on arrive à rebondir et à être plus performant. Antoine? Ouais, je vais pas beaucoup mieux, mais la première étape, c'est d'abord de ne pas s'énerver et de comprendre ce qui s'est passé. Comme tu l'as dit, c'était pas ta meilleure saison en GP2. Et du coup, le premier truc à faire, c'est comprendre la situation, pourquoi on en est arrivé là et comment l'éviter à l'avenir. Autant pour nous, adapter la voiture, que pour Pierre, la prochaine fois où il monte dans la voiture, qu'il soit sûr de ce qu'il va faire. Tu parlais d'équipe tout à l'heure, Pierre. Elle est composée de combien de personnes, une équipe, par exemple, sur une GP2 autour de toi? Il y a le pilote, l'ingénieur. Il y a 2 ingénieurs, il y a 3 mécanos, après on va dire que c'est l'équipe, il y a 2 voitures, il y a un staff sur chaque voiture, mais après l'équipe on travaille tous ensemble. Donc sachant qu'il y a 2 ingénieurs pour mon coéquipier, 2 ingénieurs pour moi, les 4 ingénieurs travaillent tous dans la même direction et pour optimiser la voiture. Et donc c'est un travail global ensemble, je sais pas, il y a entre 12 et 15 personnes en GP2. Et même s'il y a 2 voitures, on est à un stade où c'est important de travailler avec son coéquipier pour essayer de travailler le plus rapidement possible et aller dans les bonnes directions. Parce que ça fait toujours la différence. C'est important aussi d'avoir 2 pilotes rapides dans une équipe. Parce que quand on est tout seul à travailler, du coup on perd du temps. Sur une séance, on peut tester que 2 réglages au lieu d'en tester 4 quand le pilote d'à côté est rapide. Et c'est comme ça que par exemple l'année dernière, j'ai pu gagner le championnat, j'avais un coéquipier à côté de moi qui était rapide et on a pu vraiment travailler pendant l'hiver, toujours développer en arrivant sur un circuit, tester des réglages avec les 2 voitures et on est beaucoup plus rapide, réactif et on peut trouver les bons réglages rapidement, quoi. Toi Antoine, sur ton métier pour devenir ingénieur piste, donc tu nous parlais de stage, tu as fait une année d'immersion, tu me disais tout à l'heure. Ouais, j'ai fait une année d'immersion, j'ai fait 17 mois en tout. D'abord au simulateur chez Aerotech et ensuite en piste avec ART en GP2. Maintenant, ce que je vous propose de parler, c'est un peu les outils de travail que vous avez tous les jours. On a commencé un petit peu à en parler avec Pierre tout à l'heure, qui sont le simulateur, toute la partie data, toute la partie essais qui sont récupérés après chaque course. Et puis après, on regardera un petit peu, on ira, je pense, un peu autour de la voiture pour parler un peu de tout ce qui est spécifique de cette voiture, Pierre et toi. Tu nous en dis un petit peu plus sur tout ce qui est télémétrie? Ouais, du coup la télémétrie, comme disait Pierre tout à l'heure, pour rebondir sur le côté travail avec le coéquipier, c'est évidemment hyper important parce qu'on sait exactement ce qui a été fait sur votre voiture, on a tous les paramètres et c'est notre premier moyen de comparaison, on va beaucoup marcher en comparaison. Donc c'est là où tout ce qu'on enregistre est hyper important. Déjà pour suivre la fiabilité de la voiture, parce que l'ordre 1, déjà c'est de faire des tours avant d'essayer d'aller vite. Et ensuite à partir de ça, on compare les voitures, on définit des indicateurs pour essayer d'analyser plus vite des données qu'on enregistre. On en calcule les indicateurs, on sait quand il faut être dans des bonnes valeurs ou pas. Et la télémétrie, ça va aussi nous permettre de recaler notre simulateur, qui va nous permettre après de préparer le mieux possible la course d'après, pour avoir un simulateur qui est le plus proche de la réalité. Donc pour parler un peu de la voiture, aujourd'hui, on en discutait tous les 3 tout à l'heure avec Pierre et Antoine. C'est un véhicule sur étagère, tu me disais? Oui, le GP2, c'est vraiment une voiture qu'on achète. On est client de la monocoque est faite par Dallara. Et nous, on n'a aucune liberté sur ce qu'on monte sur la voiture. Tout est acheté sur catalogue. Après, là où va être la plus-value de l'équipe, c'est déjà sur la fiabilité. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de problèmes en GP2, il n'y a que des bonnes équipes. Ça va être plus au niveau d'exploitation, les réglages qu'on va faire et la manière dont on va réagir sur un week-end de course. Toi, au niveau conduite, puisqu'il y a eu une évolution assez importante sur cette voiture, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau aérodynamique? Moi, en fait, j'étais en Formule Renault 3.5 avant d'arriver en GP2, donc c'était des voitures avec énormément d'aéro, des pneus Michelin avec beaucoup de grip.
avec des moteurs un peu moins puissants, c'était 530 chevaux, je crois, en Formule Renault 3.5. Et là, sur la GP2, ça a 610 chevaux, un peu moins d'aéro que sur la 3.5, avec des pneus Pirelli qui fonctionnent bien un tour et après qui perdent 5 dixièmes au tour sur les tours d'après. Donc c'était un peu une philosophie différente. Il y a plusieurs types de pneus aussi, il y a des pneus durs, des pneus médium, tendres, super tendres. Donc il y a plus en fonction des pistes, des pneus qui sont différents avec plus ou moins de grip. Donc non, en termes de pilotage, cette voiture, on va dire que c'était... on peut pas aller forcément... on peut aller vite dans les virages, ce que je veux dire c'est qu'on peut aller moins vite qu'en 3.5. Il y a beaucoup plus de problèmes sur la motricité avec la puissance de la voiture. Donc c'est un type de pilotage qui était complètement différent de la Formule Renault. Et après, surtout ce que je disais pendant la course, quand j'étais en GP2, c'était beaucoup de dégradation des pneus. Et c'est un truc, moi, ça me plaisait pas trop, quoi. C'est de devoir gérer les pneus, devoir rouler à 3 secondes ou 2-3 secondes des temps, parce qu'il faut faire attention à la dégradation, attention à pas user trop, à pas avoir trop de patinage, à pas bloquer les roues parce que tu fais un blocage de roues sur 20 mètres et après tu n'as plus de train avant pendant les 20 tours d'après. Donc c'est beaucoup de gestion et ça c'était complètement l'opposé de ce que j'avais toujours appris depuis que j'ai commencé la voiture, où il fallait attaquer à 100%. C'est ce que j'aime et un peu mon style de pilotage, toujours attaquer. Donc là ça m'a fait un peu drôle quand je suis arrivé en GP2. Parce qu'au début, je crois la première course qu'on a fait à Bahreïn, c'est une des pistes avec le plus de dégradation. Et la deuxième course où il y avait 23 tours, normalement il faut faire la course complète avec le même train de pneus sans arrêt au stand. Et au bout de 10 tours, déjà j'étais en train de crier à la radio parce que j'avais plus de pneus et que je perdais, je crois que j'étais déjà à 6 secondes, j'avais perdu 6 secondes entre le premier et le 10e tour. Donc je leur avais dit, là il va falloir faire quelque chose parce qu'il va falloir faire un arrêt au stand. Et du coup on avait fait un arrêt au stand au bout de 15 tours. Et du coup, non, ça avait été, au niveau de la dégradation, on a énormément travaillé et c'était un peu la caractéristique de la GP2. Et on a beaucoup travaillé, ça a été un peu compliqué la première année, même si on a eu des bons résultats, on a fait des pôles, on a fait des podiums. Mais au final, ça m'a servi pour la deuxième saison parce que l'année dernière, j'ai réussi à gagner le championnat et c'est juste qu'il faut s'adapter, changer son style de conduite. Et voilà, c'est aussi notre travail, toujours devoir s'adapter en fonction des voitures et des types de voitures avec lesquelles on roule. Donc, un peu les différences entre ce que j'avais été habitué en 3.5 et la GP2. Au niveau aéro, donc tu disais Antoine, il y a eu quand même pas mal de modifications sur cette voiture. Moi je me posais la question justement ici au niveau, puisque c'est une voiture sur étagère, au niveau refroidissement des freins, on en parlait tout à l'heure. Ouais, alors par exemple, les écopes de frein, c'est des écopes standards qu'on achète et qu'on doit. Du coup, après, on doit s'adapter aux conditions. C'est des freins carbone, donc ils vont fonctionner seulement à partir d'une certaine température. Si on met 0 masquage comme la voiture est là, ça ne s'arrêtera pas au premier virage, ça va aller tout droit. Donc, on a des capteurs de température sur les disques de frein. Et ça nous permet de savoir le niveau de masquage à adapter en fonction des conditions et en fonction aussi de la manière dont le pilote peut conduire. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'être un peu interactif et que vous puissiez poser vos questions à Pierre et à Antoine. Qui souhaite démarrer ? Moi j'avais une question pour toi, Pierre. Quand tu as été au karting, du coup, quand Red Bull, c'est la filière jeune qui est arrivée, comment tu as pu voir la progression, quelles ont été les pressions supplémentaires que tu as eues, en quoi du coup Red Bull t'a permis vraiment de développer ta carrière? Pour moi, j'ai eu 2 étapes avec Red Bull. Après la Formule 4 où j'ai fini 3e du championnat, j'ai eu un premier contrat avec eux, donc c'était juste une option où ils me supportaient pas complètement. J'avais le casque où j'avais un contrat pendant 1 année avec eux, je pouvais pas partir avec une autre filière. Et à la fin de cette année, en fonction de mes résultats, soit ils me prenaient ou soit ils me prenaient pas dans le junior team. Et donc pour moi, ça a été un peu la chance de ma vie. Je savais qu'à ce moment-là, c'était super important pour moi de saisir l'opportunité parce qu'on sait tous combien les budgets qu'il faut apporter pour pouvoir rouler dans ces catégories. Et j'arrivais à un stade de ma carrière où c'était plus possible.
avec les sponsors, où voilà, c'était des budgets trop importants, donc je me suis mis énormément de pression, en plus de celle qu'on peut déjà avoir en tant que compétiteur. Moi, dès que je faisais un championnat, c'était pour gagner. Et la première année en 2 litres, je pensais qu'à gagner parce que je voulais prouver à Red Bull que j'étais suffisamment fort pour entrer dans le programme. Donc j'étais toujours rapide, mais j'ai fait des erreurs, j'ai eu des accidents parce que quand j'étais 5e, je voulais absolument finir sur le podium. Donc je prenais trop de risques et j'ai fait un peu des conneries. Donc ils m'ont dit, bah écoute, t'es très rapide, mais tu fais trop d'erreurs, donc pour l'année prochaine, on ne te prendra pas. Et là, j'ai la fédération française qui m'a beaucoup soutenu, donc qui parlait avec Helmut Marko et qui leur a dit, bon, bah, vous faites une connerie, l'année prochaine, on reviendra à Abu Dhabi, c'est là où on l'avait vu, avec le titre de champion d'Europe en 2 litres. Donc il a dit, bon, bah, on se revoit dans 1 an. Et l'année d'après, j'ai réussi, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a sponsorisé pour ma 2e année en 2 litres, une personne en Suisse, un mécène, qui m'a fait rouler chez Tequin en 2 litres, et où j'ai gagné le championnat de Formule Renault. Donc on est retourné voir Helmut, et là il m'a dit, bon, c'est vrai, tu nous avais dit ça il y a 1 an, et du coup c'est comme ça que j'ai eu mon premier contrat avec eux. Et pour moi, ça a été un peu une libération où je savais que j'avais l'opportunité de réaliser mon rêve et mon objectif d'accéder à la F1 si je faisais les choses comme il fallait. Et voilà, une aide supplémentaire pour me développer en tant que pilote. Donc moi, ils m'ont apporté sur tout l'aspect mental, physique, simulateur, me préparer dès le début en faisant du simulateur de F1, en étant proche et intégré dans l'équipe de F1, donc on peut voir aussi comment les ingénieurs travaillent. J'ai pu voir comment Sébastien Vettel ou Daniel Ricciardo se comportaient avec les ingénieurs. Donc tout ça, en tant que jeune pilote, on a beaucoup de choses à en tirer. Ça nous permet de voir sur quel aspect on peut travailler et comment on peut se développer. Donc pour moi, c'était vraiment enrichissant. Et après, c'est aussi beaucoup de pression parce que Helmut, il est particulier. Faut savoir le gérer, parce que quand on finit premier, c'est normal, et quand on finit 2e, c'est pourri. Donc faut savoir être fort mentalement et s'entourer des bonnes personnes. Après, on a vu que ça a marché avec Vettel, avec Ricciardo, récemment avec Verstappen ou avec Sainz, donc qui donnent la chance aux jeunes pilotes. Donc c'est compliqué, mais voilà, c'est sûrement le programme de jeunes pilotes qui fonctionne le mieux. Donc il faut que je me concentre à faire les choses correctement, et puis on verra ce qui va se passer à la fin d'année. Mais c'est vraiment un programme qui donne et ils mettent beaucoup de pression aux pilotes, mais ils font en sorte que ça marche au bon moment. Du coup, question pour tous les deux, c'est quoi votre programme pour cette année? Toi Pierre, tu pars en Super Formula, c'est ça? Oui, moi du coup je vais faire la Super Formula au Japon. Donc c'est une catégorie qui est pas trop médiatisée en Europe, qui est beaucoup plus en Asie. Donc en fait c'est la catégorie, je sais pas si vous connaissez tous l'IndyCar, mais en gros c'est à peu près la même chose en Asie. Donc c'est des voitures vraiment très performantes, 600 chevaux, donc c'est plus ou moins pareil que la GP2. Par contre avec beaucoup plus d'aéro, des pneus Yokohama avec beaucoup plus de grip et sans dégradation, donc là c'est plutôt sympa à rouler. Et du coup, je vais faire la saison là-bas, donc c'est un peu la guerre entre Toyota et Honda. Donc on travaille avec des motoristes, en plus de travailler avec les équipes. Donc c'est des structures un peu plus grosses qu'en GP2, il y a entre 40 et 45 personnes. Donc pour moi, c'est une bonne préparation pour la F1. C'est une voiture avec plus d'aéro que la GP2, donc ça se rapproche un peu plus de la F1 en termes avec le nouveau règlement qui vient de passer pour cette année. Et en plus de ça, je suis 3e pilote pour Red Bull, donc je ferai pas tous les grands prix sur le circuit, parce qu'il y a des moments où je dois remplacer Buemi au simulateur, mais je vais en faire une 15aine cette année sur place. Donc là, ce week-end, je fais le simulateur jeudi, vendredi à Bahreïn, et après je pars à Bahreïn samedi. Je serai à Sochi, je vais en rater un peu 3-4 au milieu de la saison en Europe, et après je ferai toute celle de la fin d'année. Moi, après avoir passé 3 ans en tant qu'ingénieur fou en GP2, en fait sur les voitures, on a 2 Anglais, l'ingé piste qui est un peu le chef de la voiture, qui va décider des réglages, et l'ingé perfo qui va s'occuper un peu plus des procédures et pas mal de travail avec le pilote.
Du coup, j'étais perfo en GP2 et là, je vais passer, je suis à Rissinger en GP3. On est aussi moins d'ingé en GP3, donc il y a plus de travail pour obtenir le même résultat derrière. J'ai une question pour toi, Antoine. Un étudiant qui voudrait devenir ingénieur de piste, est-ce que pour lui c'est important d'avoir travaillé dans un simulateur comme tu as fait chez Autech? Ouais, forcément. Le simulateur est devenu un outil tellement commun à différents niveaux. Pierre chez Red Bull, c'est probablement le haut de l'échelle. Nous, c'est dans une moindre mesure, mais c'est sûr que c'est une excellente porte d'entrée pour travailler au plus près. Après, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est essayer d'avoir le maximum d'expérience. Le moindre stage, moi, je fais des trucs, j'étais mécano en Clio Cup. Sur le moment, t'as pas l'impression que ça t'apprend quelque chose. Et au final c'est une super expérience. Et derrière, pour le stage que tu vas trouver après, bah, t'as une plus-value par rapport aux copains. Et avoir un maximum d'expérience. Et si la porte d'entrée, c'est un simulateur, au contraire, c'est pas du tout négatif. J'ai une question plus pour toi, Antoine, et qui est davantage technique. On en a parlé tout à l'heure, la dégradation des pneus en GP2, c'est un point qui est assez important et majeur en ce moment et depuis plusieurs saisons, et qui complique la vie de pas mal d'équipes, dont Dams. Et du coup, c'est quoi les solutions que vous mettez en place depuis plusieurs années pour arriver à améliorer ça, et pour mieux comprendre le fonctionnement des pneumatiques et éviter cette dégradation et avoir une fenêtre d'exploitation plus large par rapport à ça? C'est quoi les outils que vous utilisez et c'est quoi les méthodes? D'abord, la dégradation au GP2, c'est d'ordre 1 en course. Comme disait Pierre, après en qualif, c'est une manière de conduire complètement différente. Le Pirelli est complètement différent de à peu près tous les autres pneus qu'on peut trouver. Donc c'est lui adapter sa manière de piloter pour la qualif. Pour la course ensuite, c'est un pneu qui est très sensible à la thermique. Il va être très sensible notamment en début de course, quand il y a beaucoup d'essence dans la voiture. Et l'ordre 1 reste quand même l'input du pilote. Ça va quand même être sa façon de pousser de réussir à aller vite en début de course sans heurter des pneus qui vont faire une grosse différence. Après, on a des moyens techniquement sur le setup d'améliorer les choses, mais le pilotage reste quand même d'ordre 1. Non, Antoine a complètement raison. Après, pour avoir roulé avec deux écuries différentes en GP2, c'est vrai qu'il y a des philosophies différentes. Ce qui est sûr, c'est que il y a tout qui se passe au niveau de la thermique sur les pneus, et il faut réussir à être rapide sans les faire surchauffer. Après, il y a des écuries, par exemple chez Prema, où je roulais une voiture qui m'allait un petit peu mieux en course avec beaucoup plus de train avant. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir plus le contrôle de la voiture, où j'arrivais, moi, à faire les lignes que je voulais, à garder la vitesse que j'avais. Et après, ma limite, c'était plus le train arrière, où il ne fallait pas que j'en fasse de trop pour ne pas faire surchauffer les pneus arrière. Ou chez Dams, on avait une philosophie un peu plus différente, avec une voiture un peu plus souple, qui a très bien marché dans les années, il y a quelques années avec Palmer quand ils ont gagné le championnat. Et après, c'est aussi des styles de pilotage différents. Donc, on a été très performants sur des week-ends. Après, c'est vrai que y a rien de magique. C'est juste des styles différents. Et après, pour le pilote, il faut réussir à savoir ce qui va plus lui plaire. Chez Prema, par exemple, moi, je roulais avec plus de train avant. Mon coéquipier préférait avoir un peu plus de sous que moi. Donc c'est sûr que nous on a l'impact sur la dégradation, et après il faut juste trouver la voiture qui nous va le mieux pour garder les pneus dans la bonne fenêtre de température. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais, moi j'en avais une. Du coup, tout à l'heure tu parlais que vous allez prendre plus de G du coup en Formule 1 ou même dans ton nouveau championnat en Asie, et comment tu adaptes ta préparation physique par rapport à ça? Tu t'entraînes tous les jours en plus ou pas? Oui, forcément, après on cible
les points à travailler. Donc là, clairement, au niveau du coup, par exemple, en Super Formula, on prend beaucoup plus de G, on prend jusqu'à 5G. Donc là, on a vraiment fait beaucoup pendant l'hiver à travailler sur le coup. Ça, c'est mon coach. J'ai des coachs en Finlande. Tous les coachs Red Bull sont basés en Finlande. Et ils travaillent avec la moitié des pilotes de F1. Donc, ça a vraiment les points à travailler. Donc, c'est beaucoup de cardio. On travaille beaucoup sur le coup. Nous, on n'a pas besoin de soulever 150 kg développé couché. Ça ne nous sert à rien dans la voiture. Donc, on ne fait pas énormément de poids. On doit en faire parce qu'on doit avoir... on doit avoir de la force, mais c'est surtout sur des courses, les courses en Super Formula, c'est 1h20, il faut rester lucide. Chaque tour, il faut essayer d'aller chercher le dernier centième, le dernier dixième, donc c'est vraiment, on doit rester lucide, et pour ça, il faut avoir une bonne condition physique. Si on passe 1h20 avec le cœur à 170 pulsations par minute parce que on fait pas de sport, on n'est pas entraîné, c'est sûr qu'en fin de course, on va bloquer les roues, on va moins bien gérer nos lignes, nos trajectoires, nos points de frein, freiner toujours exactement au même mètre pour optimiser la performance. Donc non, ça passe par beaucoup de cardio, beaucoup de travail musculaire, mais plus sur l'endurance musculaire et beaucoup de travail sur le coup. Mais après, ça, c'est pas moi qui vais dire ok, j'ai envie de faire cet exercice-là, donc je vais le faire. C'est les coachs qui nous disent sur quoi travailler exactement. Et c'est eux qui ont toute l'expérience depuis 20 ans sur la manière de travailler avec les pilotes. Donc ils nous donnent un programme et après on suit le programme. Et c'est 5 à 6 jours sur 7 en termes d'entraînement. Oui, alors est-ce que tu penses que tu as une certaine rivalité avec Kvyat du fait que tu as de fortes chances de le remplacer l'année prochaine? Oui, clairement, c'est sûr que lui c'est... Le truc, c'est que lui a été dans ma position quand il y avait Jean-Éric Vergne qui était chez Toro Rosso. Et lui, ce qu'il voulait, c'était manger Jean-Éric, donc il voulait prendre son baquet. Donc il sait ce que je suis en train de penser en ce moment. Moi, ce que je veux, c'est être à sa place. Donc il sait bien dans quel état d'esprit je suis. Après, que ça soit Kvyat, que ça soit Sainz, que ça soit Verlaine ou quoi, celui qu'il y a dans la voiture, ce que je veux, c'est juste avoir un baquet pour pouvoir accéder à la F1. Et malheureusement, c'est avec lui, je le connaissais déjà depuis de nombreuses années. Et c'est pas, j'ai rien envers lui, il le sait très bien, c'est juste que là en ce moment c'est lui qui est un peu, il est pas en très bonne forme comparé à Carlos, et du coup c'est avec lui, j'ai plus de chances de le remplacer lui que Carlos. Donc oui, il y a une rivalité, après en soi elle est présente et il sait que c'est pas envers lui, c'est juste que il y a un baquet et on est deux à pouvoir potentiellement y être, donc lui il essaye de faire du mieux possible pour pouvoir y rester. Je sais qu'il n'apprécie pas forcément ce que Red Bull a fait l'année dernière de rétrograder de chez Red Bull à Toro Rosso. Donc voilà, pour moi j'essaie de me concentrer sur moi-même, sur mes résultats, essayer de faire du bon travail au simulateur, faire du bon travail sur la piste, de profiter au maximum des tests dans la voiture, faire du bon travail pour l'équipe et voilà, montrer de quoi je suis capable aussi dans la voiture. Mais c'est sûr que la rivalité, elle est présente. Ouais. Pierre, moi, je veux juste savoir ton circuit préféré. Circuit préféré, Spa-Francorchamps, c'est vraiment incroyable. En qualif, Monaco, c'est vraiment quelque chose de particulier aussi. Après, c'est la course la plus chiante que j'ai jamais fait. C'est rester bloqué derrière des mecs et sans pouvoir tenter grand chose, c'est assez frustrant. Mais en qualif, il y a tellement d'adrénaline et c'est vraiment un circuit qui donne beaucoup de sensations. Là, j'ai découvert Suzuka il y a 1 mois et demi avec la Super Formula qui est vraiment incroyable aussi. Donc je dirais que c'est mes trois préférés. Moi, mon circuit préféré, c'est celui où on a les meilleurs résultats, donc c'est pas un gros problème. Salut Pierre, j'avais une question. Red Bull, ils t'ont envoyé au Japon pour en gros te préparer à la F1. Tu te vois combien de temps là-bas et tu te vois dans combien de temps, tu penses, dans un baquet de F1 pour une saison entière? Dès la prochaine course, ça m'irait bien. Mais après, non, la Super Formula, en gros, à la fin de l'année dernière, on a beaucoup parlé avec Helmut et voilà ce qu'on a décidé, c'est de trouver la meilleure catégorie possible pour me préparer à la Formule 1 pour 2018. Donc on a regardé un petit peu à toutes les options possibles.
Après la GP2, quand on gagne le championnat, on ne peut pas refaire une saison. Donc je pense que si ça avait été possible, j'aurais sûrement refait une saison en GP2. Il y avait le DTM qui était possible, il y avait la LMP1, mais après en endurance qui est sur une branche un peu différente, l'IndyCar, la Super Formula. On a aussi regardé ce que Van Dorn avait fait après avoir gagné la saison en GP2. McLaren l'avait mis en Super Formula et maintenant il s'est retrouvé chez McLaren à côté d'Alonso, donc ça a été une bonne formation pour lui. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Après, le Japon c'est incroyable, mais clairement j'ai pas envie d'y passer plus d'une année. Donc j'espère que ça va se bouger chez Toro Rosso à la fin de saison. Après normalement il devrait se passer des choses, il va y avoir beaucoup de changements pour 2018, que ce soit pas forcément chez Red Bull directement, mais avec d'autres, Raikkonen qui devrait partir, Massa qui est sous contrat que pour 1 an, Palmer chez Renault, donc je pense que ça va beaucoup bouger et il y aura des opportunités à prendre. Donc non, l'objectif c'est de faire cette saison pour me préparer, et toujours continuer à apprendre et à me développer. Au final c'est une bonne formation parce que comme je l'ai dit, les voitures elles sont vraiment performantes et avec beaucoup d'aéro, donc ça va dans le sens de la Formule 1. Et après, voilà, moi je suis prêt, ils ont juste à me dire de monter dans la voiture et voilà, il faudra apprendre à saisir l'opportunité. D'ailleurs, une question au niveau de la Super Formule 1, on voit qu'il y a beaucoup plus de pilotes qui préfèrent passer par la Super Formule 1 pour accéder à la F1. Est-ce que tu penses que cette compétition pourra peut-être éclipser le GP2 ou d'autres compétitions européennes? En fait, je pense que les pilotes, ils n'ont pas forcément envie de passer par la Super Formule 1 pour accéder à la F1, mais on n'a pas trop le choix en fait. C'est qu'avec la Formule 1 et les problèmes, enfin la situation actuelle, c'est que aujourd'hui la performance a son importance, mais avec 5 millions d'euros, on peut accéder avec plus de chance. Donc l'année dernière, avec 5 millions d'euros, j'aurais pu aller chez Force India, j'aurais pu aller chez Sauber. Le problème c'est que malheureusement je ne les ai pas et de deux, j'ai pas envie d'accéder à la Formule 1 avec l'étiquette de pilote payant après et de voir j'ai envie d'y aller parce que je le mérite à travers les résultats, mais pas forcément d'y aller à cause de mon portefeuille. Donc sachant que je l'ai pas, c'est comme ça a été simple. Mais après la Super Formula, vraiment c'est une catégorie qui aujourd'hui se rapproche de la Formule 1, sûrement un petit peu plus que la GP2. Je sais qu'ils devraient changer le règlement de la Formule 2 maintenant. Ils vont changer la voiture pour l'année prochaine, sûrement faire quelque chose qui se rapproche encore plus de la F1. Donc non, on va dire que dans l'échelle, la Formule 2 ça a plus de sens, Formule 2, Formule 1. Après la Super Formula c'est aussi une très bonne catégorie. Après au Japon c'est leur catégorie reine, tous les pilotes qui sont en Super Formula, eux, leur objectif c'est des pilotes comme Lauterer, Nakajima ou Kartikeyan, c'est des anciens pilotes de F1. Pour eux ils sont là-bas, ils sont très contents d'y être et ils veulent y passer leur carrière là-bas et ils y sont très contents. Donc la moyenne d'âge là-bas c'est environ 28-30 ans. Donc les pilotes qui sont dans le championnat, on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Pour moi je vais essayer de faire le mieux possible pour une saison. Et pour eux c'est plus de rester là-bas dans le championnat qui est très bien. Ouais, du coup ici pour faire le lien avec le fait que Red Bull te sponsorise et tout au final et dans ta préparation, est-ce que tu inclus le Red Bull dans ta préparation et comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui t'apporte vraiment au quotidien à part un baquet? À part un baquet, ce que j'ai dit, sans eux, je serais sûrement pas là aujourd'hui. J'aurais pas eu les résultats que j'ai eu parce qu'ils m'ont formé, comme je l'ai dit, à travers le simulateur, le fait d'être proche de l'équipe, d'être proche des pilotes titulaires, d'être proche des ingénieurs. On a beaucoup travaillé et c'est grâce à eux que j'en suis arrivé là. Il y a aussi l'entraînement physique, ils m'apportent les coachs, donc ça c'est grâce à eux. Je travaillais déjà avec l'équipe de France avant ça, mais ils m'apportent des coachs qui sont déjà impliqués en Formule 1, donc c'est vraiment un entraînement plus spécifique pour arriver à l'objectif final. Et puis après, à côté de ça, comment j'utilise le Red Bull? Oui, je l'utilise par exemple en qualif. Avant chaque qualif, je bois la moitié d'une canette. Je sais que je suis un peu superstitieux, je l'ai déjà fait, ça a bien marché, je me sens bien en faisant ça, donc je le refais à chaque fois et voilà, je sens que ça me booste, ça me met en confiance. Et après, dans la vie de tous les jours, pour mes entraînements physiques, j'en prends aussi dès que je sens
y a des jours où on ne se sent pas forcément plus ou moins bien, et je sais que ça permet de se sentir plus fort et de me sentir un peu mieux, quoi. Donc, après, tout le monde l'utilise de manière différente. Ça m'arrive de l'utiliser sur la route, je l'utilise quand je m'entraîne, avant la qualif, et on va dire que c'est à peu près les 3 moments où je l'utilise le plus souvent, quoi. Du coup, c'est une question un peu pour vous deux, qui en plus fait un peu la conclusion. Qu'est-ce que vous pensez un peu de l'évolution du sport auto? Comme tu disais, en F1 maintenant on voit apparaître beaucoup de gestion du carburant, des pneumatiques, des systèmes hybrides avec de la récupération d'énergie. Si vous vous projetiez un peu dans l'avenir, comment vous verrez pour vous le sport auto? Voilà, c'est bon, il n'y a pas de journaliste ici, donc je peux être franc avec vous. Comment je vois la Formule 1, pour moi, ça devrait être les voitures les plus rapides au monde. Donc c'est sûr qu'en termes de pilotage, nous, la gestion de carburant, la gestion de pneus, on n'en a pas grand-chose à faire. Ce qu'on veut, c'est être le plus rapide. Donc c'est sûr que là, cette année, les voitures sont plus performantes, et on peut le voir, tous les pilotes sont plus contents et donnent des retours positifs. Donc comment je le vois, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements avec les nouveaux Liberty Media qui viennent racheter la Formule 1. Ils ont vraiment envie d'ouvrir le sport à tout le monde, arrêter de le privatiser comme Ecclestone a pu le faire, et ouvrir un peu les circuits, les paddocks, que les pilotes soient plus proches des supporters et des gens qui viennent les voir. Ils veulent rendre les voitures un peu plus simples, surtout sur la partie moteur. Donc en 2021, il va y avoir un gros changement de réglementation. Là, on en parlait encore à Shanghai. Donc voilà, ils veulent vraiment maintenant se concentrer sur l'avis des gens, ce que les gens aimeraient voir en F1. Pourquoi il y a eu une perte d'audience, pourquoi les gens se sont moins intéressés à ça. Donc ils veulent peut-être les remettre sur des chaînes publiques pour que vraiment ça soit un show, et que les pilotes retrouvent le sourire. Mais je pense que là, honnêtement, tout le monde a été satisfait des changements de réglementation qui ont été faits, donc ça va dans le bon sens. Nous, en tant que pilote, ce qu'on veut, c'est que les voitures soient les plus rapides possibles. Et après, je pense que s'ils arrivent à réduire un peu l'écart entre la dernière écurie et la première écurie, qui a un peu plus de bagarre et qui a moins d'écart de performance entre toutes les équipes, ça sera encore mieux, parce que ça pourrait... si on pourrait avoir de temps en temps une autre voiture que Mercedes, Ferrari ou Red Bull, si elle pourrait avoir une dizaine de voitures à se bagarrer pour la victoire, ça serait encore mieux. En termes de show, pas forcément en termes de pilote quand on n'est pas dans la bonne écurie, mais non, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements, et ils veulent vraiment aller dans la bonne direction. Donc. Après, c'est sûr que la gestion de carburant, des trucs comme ça, c'est pas hyper intéressant. Voir des pilotes lever l'accès en bout de ligne droite, ça n'amène pas grand chose. Par contre, que les voitures gardent un intérêt technologique, moi en tant qu'ingé, ça me fait plaisir. Ça fait les voitures sur lesquelles c'est sympa de bosser. Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça devienne justement au détriment du spectacle, comme ça pouvait l'être ces dernières années. Là, le changement de réglementation cette année a l'air clairement positif, parce que c'est des autos qui sont plus sympas à conduire. Ça reste des belles autos avec pas mal de technologie dedans, de l'hybride, de l'aéro hyper pointu, même juste en système dynamique véhicule et compagnie. C'est des voitures sur lesquelles c'est hyper intéressant de bosser. Donc tant qu'on reste là-dessus, et qu'en plus les pilotes sont contents de conduire, et que derrière ça nous fait des belles courses, ça reste le principal. Après, c'est vrai que là, sur les dernières années, ils ont essayé de vraiment aller dans le sens du progrès technique, avec des moteurs qui sont très compliqués. C'est juste savoir si la F1 doit vraiment aller dans cette direction, ou si on se concentre plus sur la performance. Je pense que les voitures des 24 heures du Mans, quand on voit au niveau technique et technologique ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment brillant. Et je pense que toute l'évolution, le progrès devrait se faire sur ces voitures-là, avec Audi, Toyota et toutes les voitures Porsche, qui devraient se concentrer là-dessus. Après, en F1, c'est sûr que c'est important de le faire, je pense, pour les marques comme Ferrari ou Mercedes. Après, je suis pas sûr que
c'est parce qu'ils ont un moteur très compliqué et qu'ils arrivent à gagner avec des courses en F1 qui vont vendre beaucoup plus de nouvelles voitures avec des nouveaux moteurs et beaucoup de récupération. Peut-être que je me trompe, mais c'est sûr que pour les ingénieurs, je pense qu'ils ont un point de vue différent. Nous, en tant que pilote, ce qu'on veut, c'est la performance en premier. Je vous propose de passer à la suite. Je pense que vous aurez l'occasion de poser des questions à Antoine un peu plus tard. J'espère que vous aurez la chance de travailler quand vous sortirez de l'Estaca sur ce type de voiture en compétition automobile, mais en attendant, en fin de compte, vous pourriez travailler sur une caisse à savon qui est juste une miniature de ce type de voiture. On va retrouver un châssis, une direction, des freins, un baquet pour le pilote, un volant évidemment. Ce que je vous propose, c'est de voir une petite vidéo. Là, on voit une petite voiture, une petite Red Bull. Je vous propose de voir une petite vidéo qui présente un peu une course de caisse à savon. Ça départ. Eh bien, on a la chance d'avoir notre ami Sébastien Ogier. Ah, c'était chaud. Fantastique, Pierre. Oh, mais quel saut! José Garcia est avec nous. C'était au top, on veut recommencer. Bravo. Énorme. Mais il y a quand même une grosse problématique technique autour de la caisse à savon. Il y a une fédération française de la caisse à savon, c'est important de le savoir. Il y a un gros cahier des charges en termes de dimension, en termes de sécurité. Et donc du coup, il y a quand même un gros travail technique avant que ce soit sympa en termes visuels. Il y a quand même un gros challenge au niveau technique. Moi, j'aimerais bien que les STACA, et les associations puissent y participer, puisque la prochaine course, elle est le 1er octobre dans le parc de Saint-Cloud. Il y a un gros dossier à monter avant d'être sélectionné. On en parlait tout à l'heure, il y a entre 400 et 500 dossiers. Et il y a une cinquantaine de caisses à savon qui sont sélectionnées. Donc il y a vraiment un gros challenge technique, puisque c'est des croquis que vous faites sur le dossier. On peut en voir un ici. Mais voilà, je pense qu'à l'Estaca, on a de quoi faire. Donc voilà, donc ce que je vous disais, grosse descente, puisqu'il n'y a pas de moteur. Le seul moteur, c'est le pilote et le copilote qui sont dedans. Et puis les deux personnes qui sont au départ pour pouvoir faire le démarrage. Mais voilà, c'est une grosse descente dans le parc de Saint-Cloud, 500 mètres, 12% de dénivelé. C'est sympa. Je pense que pour l'Estaca, ce serait pas mal qu'on ait au minimum une. Voilà, je vous laisse revenir vers moi, revenir vers Red Bull justement pour pouvoir y participer. Donc voilà, donc on vous attend le 1er octobre. Les dossiers, Théo m'en parlait hier, c'est la première quinzaine de mai. Donc voilà, il faudra se préparer. Mais voilà pour les premiers croquis. Est-ce que vous avez des questions justement par rapport à la caisse à savon, par rapport à Antoine, par rapport à Pierre? Moi, ce que je vous propose, c'est de venir les poser en bas. Je propose à Pierre de monter dans le baquet et puis vous puissiez descendre autour de la voiture. Merci.